Bonsoir à tous. Donc merci d'être venus voir le procès. Merci Madame la sous-préfète, merci messieurs et mesdames les adjoints et les conseillers municipaux d'être présents pour cette inauguration. Madame la directrice, la présidente du tribunal de Chambéry, merci de votre présence. Merci aux parents, merci à tout le monde d'être présent parce que je vais vous donner un petit parcours rapide de la progression des cordées de la réussite. Les cordées de la réussite, on va dire en 2 mots, c'est l'ambition des élèves et ça concerne les 5 collèges de la vallée. Et Madame Carlier, ici, coordonne les 5 collèges, donc c'est donner de l'ambition à nos jeunes pour qu'ils aillent au-delà de ce qui est possible. Donc les cordées de la réussite, c'est un processus qui est très important. Et on les a amenés, nous, les élèves de seconde, première et terminale, au tribunal de Chambéry au mois d'octobre. Ils ont pu assister avant que la cour d'assises se déroule, avant que le procès en cour d'assises se déroule. Ils ont pu voir les différentes places. Alors au tribunal de Chambéry, il y a eu des aménagements qui ont été faits. Les élèves ont été assez surpris parce qu'il y avait des vitres qui n'existait pas avant, parce qu'il y a eu un procès qui a été médiatisé, donc à partir de ce procès, il a fallu mettre des sécurités. Les élèves, quand ils sont passés à cet endroit, ils n'ont pas resté très longtemps. Ça leur a donné, on a eu un avocat stagiaire, et que je tiens à remercier, qui était en stage au tribunal de Chambéry pendant 6 mois, mais qui était vraiment excellent, et qui a su prendre les élèves vraiment par la main, les guider, les conseiller, et vraiment, ça a été parfait. Donc ce soir, les élèves ont ensuite vu au mois de novembre le procès, un apparicide. Donc ensuite, ils se sont mis à écrire avec Madame Carlier, Madame Nové, qui est un peu plus bas, avancez-vous, parce que sans vous, et Madame André, qui est cachée à quelque part, levez-vous, ouais. Grâce à ces 3 personnes, les élèves ont pu travailler en interdisciplinarité, on va dire. On va reprendre des mots de l'éducation nationale. En co-intervention, et je peux vous assurer que le mercredi après-midi, ici, les cerveaux, il y avait de la chaleur qui sortait, parce que c'était vraiment passionnant, et j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée, et on vous dit à tout à l'heure. Donc, bonjour à tous, bienvenue en salle Baucher, qui a été rebaptisée exceptionnellement cette semaine la salle Jeanne Chauvin. Alors pourquoi on a donné le nom d'une femme à cette salle d'audience du lycée Paul Héroux? Parce que quand on allait visiter le tribunal de Chambéry au mois de septembre, on a remarqué, enfin une personne notamment a remarqué que toutes les salles du tribunal portaient des noms d'hommes. Et en fait, la vingtaine de personnes qui vont présenter leur travail ce soir ont envie de faire changer les choses. Donc du coup, on commence à les changer ici, aujourd'hui, en appelant cette salle d'audience par le nom d'une femme, qui est la première femme française à avoir plaidé en tant qu'avocate. Alors, je vais juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit monsieur le proviseur. Donc effectivement, c'est grâce au cordées de la réussite qu'on a monté ce projet. L'année dernière, le tribunal de Chambéry a contacté le lycée pour travailler sur un projet autour de la mixité. Et en tant que référente de cordée, je me suis incrustée un petit peu dans le projet. Donc le projet était pas très grand l'année dernière, on est juste entre guillemets, parce que c'est déjà assez énorme. On a emmené 18 élèves suivre un procès aux assises l'année dernière. Et puis, en fait, on n'a pas eu le temps de travailler sur le retour d'expérience quand les professionnels sont venus à leur tour pour faire une conférence. Du coup, cette année, on s'est dit, on va faire un petit peu évoluer les choses. Donc, au début, c'était un petit peu évolué. Et puis, il fallait trouver aussi le moyen de mettre les collégiens dans la boucle. Donc, avec les collégiens, on a travaillé avec la PJJ et le coordonnateur des maisons de la justice. Donc, je remercie Madame Bigot d'être là ce soir.
Et puis au lycée, on voulait, parce que l'année dernière, quand on est arrivé au tribunal, vous imaginez bien, 18 élèves de Maurienne qui arrivent au tribunal sans rien connaître du droit. Bonjour, nous arrivons de Maurienne comme des petites fleurs. Donc on a appris plein de choses. Donc cette année, on voulait arriver en connaissant un petit peu plus. Du coup, on a fait une petite initiation au droit avant de partir au tribunal avec Madame André, qui est professeure d'éco-droit, qui est là-bas. Ensuite, on est allé visiter, donc repérer les lieux. On nous a présenté Laurie Crater, qui est notre élève avocat, qui nous a suivis tout le long du projet. Et puis après, on a suivi le procès jeudi, vendredi, juste avant les vacances de la Toussaint. Quand on est revenu des vacances, on a fait un petit débrief avec toute l'équipe de la PJJ. Et puis, on a dû réfléchir à mais qu'est-ce qu'on propose comme retour d'expérience quand les professionnels vont débarquer à Saint-Jean. Et puis, force de discussion, on s'est dit pourquoi pas un procès fictif. Donc, c'était pas super vraiment prévu. Hein. Donc, ce mois de septembre, si on m'avait dit procès fictif au mois de mars, j'aurais fait oui, c'est ça, bien sûr. Pas au lycée Paul-Héroux, et ben si. Donc voilà, donc, le procès qu'on va vous présenter ce soir, alors vous vous doutez bien que ce ne sont pas des professionnels, puisque pour la plupart, ce sont des gens de votre famille. Donc on a eu l'idée, donc ils ont fait une première représentation mardi devant les professionnels de la justice. Je vous raconterai peut-être à la fin leur retour, parce que sinon ça va vous gâcher le plaisir. Donc vous allez découvrir plein de choses par vous-même. Mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ce ne sont pas des professionnels, mais je pense que vous, parents ou grands frères, grandes sœurs, grands-parents, vous devez avoir les oreilles, mais comme ça, tellement que vous en parlez. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal de voir ce que ça donnait tous ensemble. Et vous allez voir, ça vaut le coup. Alors, on n'a pas inventé l'histoire de ce procès. En fait, on est reparti des mêmes faits que le procès qu'on a suivi au mois d'octobre, en changeant quelques petites choses des circonstances, en inventant aussi des témoignages. Mais après, je vous laisse découvrir le reste par vous-même. Alors, juste une petite chose, parce que mardi, on n'a peut-être pas assez insisté. Les personnes qui vont être appelées comme jurés, vous avez à vos places des petits bouts de feuilles qui peuvent vous servir de brouillon, alors pas pour prendre des notes, enfin, si vous en avez envie de prendre des notes, vous ne gênez pas, mais notamment, un juré ne pose pas de questions par lui-même dans une cour d'assises. Donc il faut faire, si vous avez une question à poser, l'écrire sur petit bout de papier, faire passer le petit bout de papier jusqu'à la présidente de la cour d'assises. Voilà. C'est le moment où je dois me taire. Donc je vais me taire et je vais laisser la parole à tous ces petits jeunes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui va se dérouler le procès de Charles Tissier, accusé de parricide. C'était le 21 juillet 2018 à 16h47. Les services de police se rendent dans un petit village de montagne savoyard. Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été retrouvé dans son domicile. Son fils à lui aussi a été retrouvé sur le porche. Qu'a-t-il pu se passer? Madame Lana, aujourd'hui, notre envoyée spéciale, est sur place. Je me trouve dans la salle d'audience en attente de l'entrée de la cour. Vous pouvez voir à ma gauche l'accusé Monsieur Tissier entouré de sa mère et de son avocate. C'est un grand jour pour cette famille qui attend ce procès depuis maintenant 6 ans. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde souhaite assister à ce procès. Tout comme eux, je m'assois et je vous tiens au courant. La greffière. Avant les audiences ou procès, elle rassemble tous les éléments des dossiers, fait la liaison entre le tribunal et les différentes parties. Elle accueille et renseigne le public.
Pendant l'audience, elle note tout ce qu'il se dit et assiste la présidente. Après le procès, elle le retranscrit en document administratif. L'huissier. L'huissier assure le bon fonctionnement du procès ou de l'audience. L'huissier est facilitateur et il aide le président. C'est lui qui annonce la cour, donc à la sonnerie, il faut se lever. Bonsoir à toutes et à tous. Afin de pouvoir procéder au bon déroulement de cette audience, je vais vous demander de rester le plus silencieux possible et de mettre vos téléphones en mode avion. Merci. L'avocat général. Il défend les intérêts de la société lors d'une affaire, il veille à l'application de la loi et émet des réquisitions. L'avocat de l'accusé. Le rôle de l'avocat de l'accusé consiste à user de tous les moyens légaux possibles pour obtenir l'acquittement de son client devant la justice. Il doit faire en sorte que son client ait la peine minimale. C'est pourquoi on l'appelle l'avocat de la défense. L'avocat de la partie civile. Il représente une victime qui s'est constituée partie civile. Il défend une personne qui considère avoir subi un préjudice en lien avec l'affaire. Il réclame des dommages et intérêts pour son client. Bonsoir à tous, vous pouvez vous asseoir. La cour est composée de 9 personnes. La présidente, 2 assesseurs, 6 jurés tirés au sort parmi 40 citoyens inscrits sur les listes électorales. Les avocats qui ont eu cette liste de 40 personnes au préalable ont la possibilité de les récuser sans préciser le motif. La présidente va donc tirer au sort des jurés jusqu'à en obtenir 6. Ils participeront à la prise de décision du délibéré. Si vous êtes appelé, pensez à bien prendre vos affaires en allant vous installer. La présidente, c'est le magistrat qui dirige le procès. Elle introduit les différentes parties en leur donnant la parole. C'est également elle qui tire au sort la liste des jurés. Assesseurs, ce sont des magistrats qui assistent la présidente. Ils peuvent poser des questions durant le procès. Donc bonsoir à tous, nous allons débuter ce procès. Nous allons commencer par le tirage au sort des jurés. Le numéro 6. Juré numéro 6, Junet Christian. Récusé. Juré numéro 18. Juré numéro 18, Robert Cindy. Juré numéro 2. Juré numéro 2, Mille Myriam. Juré numéro 17. Juré numéro 17, Lamique Catherine. Récusé. Juré numéro 3. Juré numéro 3, Sibué Laurence. Juré numéro 5. Juré numéro 5, Héro Magali. Juré numéro 10. Juré numéro 10, Salandré Lopez Evan.
Juré numéro 9. Juré numéro 9, Lopez Virginie. Maintenant, nous allons passer au serment des jurés. Donc vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront contre M. Tissier, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que tout doit lui profiter, de décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Veuillez vous lever et jurer avec la main droite. Les uns après les autres. Je jure. Très bien, merci, vous pouvez avancer. Maintenant que les jurés sont en place, vous pouvez poser vos questions par l'intermédiaire de petits bouts de papier. Donc pour commencer, je vais présenter les faits, puis aura lieu l'interrogatoire de personnalité de M. Tissier, ensuite les témoignages, et nous continuerons par les expertises psychiatriques et l'expertise médico-légale, le témoignage de l'accusé, la plaidoirie de l'avocat de la partie civile, Maître Langlois, les réquisitions de l'avocat général et la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, puis enfin le délibéré. L'accusé vient à la barre afin d'être interrogé. Il va alors parler de sa vie avant les faits et de sa vie actuelle. Monsieur Tissier, veuillez vous rapprocher de la barre. Les faits qui vous sont reprochés sont des violences volontaires sur ascendant ayant entraîné la mort sans l'intention de la vous donner. Ces violences ont été commises sur votre père, Raphaël Tissier, le 21 juillet 2018 à 16h55, heure de sa mort, à Bonneval, par arme blanche. Vous êtes âgé de 20 ans lors des faits. Une entaille a été recensée au niveau de la poitrine de votre père qui a causé une hémorragie interne, une blessure au bras droit due à une probable défense qui, selon vos mots, est un accident. Après une altercation futile, suite à un appel de votre cousin pour savoir si vous vouliez aller manger au restaurant à Albertville. Mais vous refusez car votre voiture est au garage pour être réparée. Votre cousin vous propose une solution qui est de venir vous chercher. Votre père s'énerve car vous vouliez aller seul au restaurant. Mais votre père refuse. Vous étiez allongé sur le canapé avec un couteau en main. Votre père a voulu vous l'enlever et le fait du je tire du tir fait que le couteau se serait planté dans la poitrine de votre père, toujours selon vos dires. La mort de votre père est estimée à 16h55. Lors de l'arrivée de la brigade de Moutier, à 16h47, le test d'alcoolémie était positif. Et vous aviez 0,39 g par litre d'air expiré, soit 0,66 g par litre de sang à 18h15 lors de la prise des mesures. Vous aviez pris, ainsi que votre père, des antidépresseurs. Vous avez été placé en garde à vue. Les questions qui vont nous aider à la délibération sont les suivantes. Est-ce que l'accusé est atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques? Est-ce que l'accusé est coupable de violences volontaires? Et est-ce que l'accusé avait pour but de tuer? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire votre position par rapport aux faits? Je suis innocent. Très bien. Donc, maintenant, veuillez prêter le serment suivant, qui est de me parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, en levant la main droite. Je le jure. Monsieur Tissier, est-ce que vous pouvez nous décrire votre enfance et que faisaient vos parents? J'ai grandi dans une famille d'ingénieurs à Paris. Et il faut savoir que je suis fils unique. Mes parents se sont séparés en 2008.
alors que j'avais seulement 14 ans. Et c'est suite à cela que mon père et moi avions déménagé à Bonneval-sur-Isère. Et avant cette séparation, j'ai étudié au collège Stanislas à Paris. Ensuite, je suis allé dans mon lycée de secteur et j'ai pu obtenir mon baccalauréat, bac S, spécialité maths avec mention très bien. Il faut savoir que j'étais quelqu'un d'assez solitaire, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis et je me consacrais surtout à obtenir d'excellents résultats scolaires. Ensuite, j'ai fait une préparation maths à l'INSA de Bourges et c'est là qu'a débuté cette emprise. Mon père et moi, on passait tout notre temps ensemble. Je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose sans qu'il le sache et sans son approbation. Et puis après le déménagement, il m'a obligé à écrire une lettre qui s'adressait à ma mère en disant que, par exemple, je voulais plus jamais la revoir. Et il disait qu'il nous tuerait si on en reparlerait. Et c'est suite à cela que ma mère elle est devenue une inconnue pour moi. Mon père, il avait vraiment cette volonté de tout contrôler. Et lorsque j'ai déménagé pour mes études, il faut savoir qu'il me suivait. J'ai donc fini par retourner de vivre avec lui. Il a jamais voulu que je m'émancipe. J'étais un peu son bébé. Par exemple, on dormait dans le même lit. J'étais totalement sous son emprise. Après ma sortie de prison, j'ai habité chez ma mère, à Paris, dans le 11e arrondissement. J'ai pu retrouver un travail chez Veolia, et puis ensuite j'ai travaillé chez Wilson dans le domaine de la cybersécurité. Et puis aujourd'hui, j'ai une copine avec qui je vis, et on a de nombreux projets. Par exemple, pourquoi pas avoir un enfant dans les prochaines années. Merci, et vous ne cherchez pas à prendre contact avec votre mère. Vous avez vécu quand même 14 ans avec elle, et là, pourquoi 10 ans de séparation avec la signature de cette lettre que vous expliquez? Mon père l'a diabolisé, tout simplement. Je ne me rendais pas compte de ce qui se faisait, ce qui se faire et de ce qui se disait à propos de ma mère. J'étais un enfant, et un enfant, il n'a pas assez de recul pour comprendre qu'il manipulait. C'est lui qui m'avait dicté cette lettre, et il m'a forcé à la signer. Je ne sais pas vraiment le contredire parce que j'avais peur qu'il se mette en colère. J'étais très proche de lui, et pour moi, j'ai obéi comme un enfant qui obéit à son père. Et pouvez-vous nous décrire du coup votre vie actuelle, la rencontre avec votre mère à la sortie de votre détention provisoire? Lors de ma détention provisoire, c'est là que j'ai repris contact avec ma mère. On a parlé par rapport au temps qui s'est écoulé durant ces années. Et puis après mes détentions, je suis allé vivre chez elle. Ça m'a permis de me reconstruire, de renouer des liens avec elle. Depuis, on fait beaucoup d'activités ensemble. On avait commencé par exemple à faire la course à pied, comme lorsque j'étais petit, mais le problème c'est qu'avec un problème au genou gauche, j'ai arrêté cette activité. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Un témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Nous allons passer au témoignage. Nous allons commencer avec Madame de la Tour. Madame Delatour, veuillez décliner votre identité, âge, profession et adresse. Catherine Delatour, 54 ans, je suis ingénieure et j'habite à Paris dans le 15e arrondissement. Et pouvez-vous nous décrire comment était Monsieur Tissier petit ainsi que la prise de contact à la sortie de la détention provisoire? Charles était un petit garçon plein de vie et tout se passait très bien avec lui. Nous étions très fusionnels. Cependant, après que mon ex-mari soit tombé malade,
il a commencé à éloigner mon fils de moi. Il faisait beaucoup de choses ensemble sans moi. Mon mari ne travaillait pas et de par ma profession, j'étais vraiment très occupée par mon travail. Mon ex-mari manipulait Charles en lui disant par exemple que j'avais un amant et lorsque j'allais faire mon footing et que je rentrais, il lui disait des choses comme « regarde, elle est même pas fatiguée, c'est sûr, elle est allée voir son amant ». C'était tellement dur pour moi et je voyais mon fils s'éloigner de moi, impuissante. Mon ex-mari me critiquait tellement que Charles a fini par me détester et au moment de la séparation, il a choisi de partir vivre avec son père. Ça a été un déchirement pour moi de perdre mon fils. Pendant les 10 années qui ont suivi, Charles a refusé de me parler à cause de l'emprise de son père. J'ai essayé d'avoir de ses nouvelles, je contactais ses professeurs pour savoir si tout se passait bien. Il m'avait l'air heureux, mais je ne faisais plus partie de sa vie. Ça me brisait le cœur. Ça a été 10 années de séparation tellement douloureuses pour moi. Mon fils a repris contact avec moi lorsqu'il était en prison. Il m'a expliqué que c'était un accident et nous avons recommencé à nous parler. Je suis redevenue sa maman. Après 10 ans, je retrouvais enfin mon fils, mais il était tellement détruit par tout ce qui s'était passé. Nous avons rattrapé ces 10 ans de séparation et nous avons recréé à nouveau un lien fusionnel, comme lorsqu'il était petit. J'ai retrouvé mon petit garçon. Notre cohabitation s'est tout de suite très bien passée. Mon fils a un mode de vie très sain. Il a repris le sport. Il a tout de suite retrouvé un travail. Il a des amis et même une petite amie avec qui tout se passe très bien. Il a fait tellement d'efforts et après tous les traumatismes qu'il a vécus, il est devenu un homme épanoui, pleinement intégré et apprécié de tous. Je suis tellement fière de sa reconstruction et tellement heureuse d'être à nouveau dans sa vie. Après tout ce chemin parcouru et cette si longue séparation de 10 ans, j'espère de tout cœur ne pas être à nouveau séparée de mon fils. Merci. Maître Langlois, des questions ? Madame de la Tour, je n'aurai qu'une seule question simple et brève. Vous nous avez dit que cela fait environ 3 ans que vous êtes de nouveau avec votre fils. Toutefois, comment pouvez-vous expliquer qu'aucune dispute ne se soit produite ? C'était mon unique question, merci. Vous savez, ça a été tellement compliqué pour Charles avec son père et il a tellement vécu de disputes entre son père et lui, ou son père et moi avant que nous nous séparions, que il a vraiment tout fait pour que nous puissions communiquer et résoudre les problèmes dans le calme. C'est vrai, en 3 ans, jamais il n'a haussé le ton sur moi. Et même si parfois il y a des sujets où nous sommes en désaccord, on arrive toujours à régler cela dans le calme et vraiment il fait vraiment beaucoup d'efforts sur ce côté pour que ça se passe le mieux possible. Aussi, depuis qu'il est en prison, il a commencé à faire de la méditation. Je pense que ça l'aide beaucoup à apprendre à gérer correctement ses émotions, chose qu'il n'a pas pu faire avec son père pendant toutes ces années. Et aussi, depuis sa sortie de détention, il est suivi par un psychologue et je pense que ça l'aide aussi beaucoup à extérioriser tout ce qu'il ressent.
Madame l'avocate générale, des questions? Oui, ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'il vous rappelle dès qu'il a besoin de vous, alors que cela fait 10 ans que vous ne vous êtes pas parlé? Vous savez, pendant ces 10 années, Charles était sous l'emprise de son père et ce n'est vraiment qu'en prison qu'il a pris conscience de cette emprise. C'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé que j'avais toujours essayé d'être là pour lui, même s'il me détestait. Alors non, je ne trouve pas bizarre que je sois la première personne vers qui il s'est tourné à ce moment-là. Merci. Pas d'autres questions, Madame la Présidente. Maître Bernet, des questions? Alors j'aurais 3 questions pour vous, Madame de la Tour. Comment Raphaël se comportait avec vous avant la séparation? Il me rabaissait beaucoup. Il était très jaloux et il m'insultait très régulièrement. En fait, il ne supportait pas que je gagne plus d'argent que lui et il me le faisait clairement payer. Il était très violent envers moi en fait. Et même s'il ne m'a jamais frappé, tous les mots, toutes les insultes qu'il a eues contre moi en fait, c'était comme des coups. Bien, et depuis sa sortie de détention, Charles vous a-t-il parlé de la relation qu'il entretenait avec son père? Charles est très réservé sur ce sujet. Je crois qu'il s'en veut beaucoup d'avoir été manipulé pendant toutes ces années. Mais les rares fois où il évoque sa relation avec son père, il parle d'une relation très fusionnelle. Et indéniablement, son père était tout pour Charles. Il a tellement voulu le rendre fier et il a sacrifié sa vie finalement pour s'occuper de lui. Et au contraire, son père, lui, il ne lui a jamais porté aucune affection. Charles était son objet, il le contrôlait totalement. Et comment se comporte Charles dans ses relations depuis sa sortie de prison? Ça se passe très bien. Il entretient de très bonnes relations avec ses collègues de travail. Ils se voient même en dehors de leurs heures de travail. Ils font notamment des randonnées ensemble. Par ailleurs, il fait aussi partie d'un club d'athlétisme où tout se passe très bien. Il est souriant, à l'écoute, toujours prêt à rendre service aux autres. Donc de façon générale, oui, Charles est vraiment très apprécié par toutes les personnes qu'il côtoie. C'est tout pour moi, Madame la Présidente. Je n'ai plus de questions. Merci. Nous vous remercions, Madame de la Tour. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons passer au témoignage de Monsieur Perry. Monsieur Perry, veuillez décliner votre âge, identité, adresse et profession. Paul Perry, 78 ans, professeur de mathématiques à la retraite, j'habite Chambéry. Veuillez prêter le serment suivant, qui est de ne parler sans haine et sans crainte et de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Pouvez-vous nous décrire le lien que vous aviez avec Monsieur Tissier, s'il vous plaît? J'intervenais dans le cadre du parcours scolaire de Monsieur Charles Tissier. Son père m'avait missionné de lui adresser des cours particuliers en mathématiques. C'est alors que j'eus la joie de rencontrer le jeune homme brillant et attachant qu'est Charles. Cependant, c'était un jeune homme réservé. Il semblait sortir peu et il n'avait pas d'amis. Il avait de très bons résultats scolaires en mathématiques et au sein de son cursus scientifique, même s'il m'avoua un jour être plutôt littéraire, mais que son père l'avait orienté vers les sciences. C'est un jeune homme qui poursuivit ses études avec brio, considérant l'homme de raison que je connais, l'acte dont il est accusé aujourd'hui me semble pour le moins invraisemblable. Merci, Maître Langlois. Les questions?
Monsieur le professeur de mathématiques, vous nous avez fait part d'un témoignage, ma foi, extraordinaire. Je pense que dans cette salle d'audience, nous avons tous déjà eu un professeur de mathématiques. Mais je pense qu'aucun d'entre nous n'a déjà eu une relation si fusionnelle, presque paternelle, avec un professeur de mathématiques. Ma question est donc la suivante. Pourquoi n'avez-vous pas tenté d'aider Monsieur Tissier? Pourquoi n'avez-vous pas tenté de l'extirper de sa situation? Merci. Je pense, monsieur l'avocat, que votre question est un peu vague. Pourquoi ne l'avez-vous pas aidé? Eh bien moi je vous réponds que je l'ai aidé en mathématiques. Et comme je disais à l'instant, il avait de très bons résultats. Donc sur ce plan-là, je pense avoir été plutôt efficace. Deuxièmement, vous n'avez pas eu la chance de connaître monsieur Raphaël Tissier, et permettez-moi de vous dire que cela se voit. En effet, j'ai essayé de discuter avec lui, mais c'était quelqu'un de très têtu, quelqu'un de très borné. Enfin, pour ce qui est du reste, en tant que professeur de mathématiques, je n'avais pas à m'immiscer dans la vie privée de M. Charles Tissier, bien que nos relations soient excellentes. Madame l'avocate générale, des questions? Oui, comme vous venez de nous le dire, vous n'aviez pas à vous immiscer dans la vie privée de Charles Tissier. Vous avez pourtant payé une partie de ses études, ce que vous ne faites pas pour tous vos élèves, je suppose. Vous êtes donc prêt à payer ses études, mais pas à alerter quelqu'un sur sa situation. Il est vrai que j'ai aidé à financer les études de M. Charles Tissier, mais justement, quand on me reproche à l'instant de ne pas l'avoir aidé, n'est-ce donc pas la preuve irréfutable que j'ai tenté de l'aider? En payant ses études, je l'ai aidé en quelque sorte à prendre son envol. Pas d'autres questions, Madame la Présidente. Maître Pernet, des questions? Alors, je n'aurai qu'une seule question pour vous, Monsieur Perry. Vous êtes-vous douté que l'emprise de Raphaël était si forte et si toxique? Il arrivait parfois que je reste dîner chez la famille Tissier après les cours, et je dois avouer que j'assistais souvent à des confrontations entre Charles et son père. Dès qu'un avis était différent de l'autre, la confrontation était immédiate, elle était même violente. En tout cas, cela restait dans de la violence verbale. Donc finalement, ces scènes s'apparentaient à des scènes de ménage, des scènes que l'on pourrait retrouver dans n'importe quelle famille. Cependant, lorsque je rendais visite à Charles lors de sa détention provisoire, celui-ci m'avoua se sentir plus libre en prison qu'avec son père. C'est donc à ce moment que je me suis rendu compte de l'ampleur de l'emprise de son père. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Merci, Monsieur Perry, vous pouvez aller vous asseoir. Suite au décès de son cousin, avec lequel il avait un lien très fort, Antoine décide de se porter partie civile pour demander une compensation du préjudice moral subi. Nous allons donc passer au témoignage de Monsieur Antoine Labelle. Monsieur Antoine, veuillez décliner votre âge, identité, adresse et profession, ainsi que le lien que vous aviez avec Monsieur Tissier lors des faits. Antoine Lebel, j'ai 62 ans, j'habitais à Albertville et j'étais le cousin de Raphaël. Et que s'est-il passé au moment des faits? Il était 15h30 quand j'ai appelé mon cousin Raphaël pour qu'on aille dîner au restaurant le soir tous ensemble. C'est Charles qui a décroché et au début il semblait plutôt d'accord pour venir manger avec moi. Seulement, au fur et à mesure que l'appel continuait, il était de plus en plus distant, agressif. Il n'était pas dans son état normal. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu Raphaël de tout cet appel, mais qu'en fond, je pouvais entendre comme une dispute entre eux. Au bout d'un moment, Charles m'a dit ne plus vouloir venir. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a dit que c'était parce que leur voiture était en réparation. Je lui ai donc proposé d'aller le chercher, ça ne me dérangeait pas du tout. Il a refusé, catégoriquement, et puis l'appel s'est coupé subitement. Très bien. Maître Langlois, des questions? J'aurais deux questions pour vous, Monsieur Lebel. La première, quelle était votre relation avec votre cousin, Monsieur Raphaël? On était très proches, on a toujours été très fusionnels. C'était mon cousin, mais aussi mon meilleur ami. Et maintenant, la dernière, quelles sont vos séquelles liées à sa disparition?
J'étais très attristée d'apprendre cette nouvelle. Mon cousin, c'était mon meilleur ami, alors je voulais pas croire ce qui s'était passé. Je voulais pas y croire et encore maintenant, pour moi c'est inconcevable. J'étais tellement choquée et je suis encore sous le choc de ces événements. Madame l'avocate générale, des questions? Oui, avez-vous déjà remarqué un comportement violent de la part de M. Tissier, que ce soit envers vous ou envers quelqu'un d'autre? Non, jamais. Il était plutôt calme. Maître Permet, des questions? Ce jour-là, Monsieur Lebel, avez-vous remarqué le comportement agressif de Raphaël envers Charles? Comme je l'ai dit, j'ai pas entendu Raphaël de tout l'appel. J'ai juste entendu une petite dispute en fond, mais je ne me suis pas plus préoccupée. C'était mon unique question, merci. Merci Monsieur Lebel, vous pouvez aller vous rasseoir. Le gendarme va venir à la barre pour témoigner de ce qu'il a vu. En effet, il est l'un des premiers acteurs à intervenir sur les lieux des faits. Nous allons donc entendre le témoignage de Madame Nicole Blanc. Madame Nicole Blanc, veuillez décliner votre identité, âge, adresse et profession. Nicole Blanc, 46 ans, gendarme routier. Et pouvez-vous nous décrire votre arrivée sur les lieux? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis gendarme à la brigade de Moutier. Et le 21 juillet 2018, on a reçu un appel pour une altercation entre deux personnes. À notre arrivée sur les lieux, on a vu Monsieur Tissier, qui était assis devant sa maison, perturbé. Et en rentrant, on a observé une maison en désordre, un petit peu comme si des personnes marginales y avaient vécu. Et en fait, on a su qu'il y avait une altercation, parce que la télé était tombée, il y avait la vaisselle cassée, et en fait, il y avait le corps sans vie du père de Charles dans la pièce principale. Les médecins venaient de déclarer la mort et d'arrêter la réanimation. On a donc emmené Charles en garde à vue, après lui avoir fait passer un éthylomètre qui révélait un taux d'alcool de 0,39 mg, ce qui expliquait son comportement instable. Et plus tard, quand on est retourné sur les lieux, on a constaté une présence importante de médicaments périmés, d'armes également. L'arme utilisée se trouvait sur le canapé, un couteau repliable qui était donc plié et posé sur le canapé. Et en faisant du porte-à-porte, une personne nous a dit avoir entendu des cris et « tu m'as planté dans le bras ». Donc le lendemain, on a refait un interrogatoire. Charles a maintenu sa version, c'est-à-dire qu'il jouait avec un couteau quand son cousin l'a appelé pour aller au restaurant. En fait, le père de M. Tissier ne voulait pas et ils se sont énervés. Et peu de temps après avoir accroché, M. Raphaël Tissier s'est approché de Charles, qui dit que son père aurait tenté de lui prendre le couteau. Donc en se battant, en tirant, il aurait lâché le couteau sans faire exprès, ce qui aurait transpercé son père. Merci, Maître Langlois. Des questions? Non, je n'aurai pas de questions. Madame l'avocate générale? Oui, vous dites donc avoir retrouvé le couteau plié et posé sur le rebord du canapé. Est-ce votre brigade qui l'a bougé ou était-il bien comme ça à votre arrivée? Non, la brigade n'est pas intervenue, le couteau était bien plié sur le canapé contre en état. Merci, pas d'autres questions, Madame la Présidente. Maître Permet, des questions? Je n'ai pas de questions, merci. Merci, Madame Nicole Blanc. Vous pouvez aller vous rasseoir. L'accusé va venir à la barre afin de partager sa version des faits. Monsieur Tissier, veuillez vous rapprocher de la barre. Monsieur Tissier, la Cour aimerait savoir votre position par rapport aux faits. Tout
Tout d'abord, j'aimerais vous dire que ceci n'est qu'un accident. Ça s'est déroulé durant une après-midi. J'étais couché sur le canapé, incapable de bouger à cause de ma blessure à la jambe gauche. Je m'amusais avec un des couteaux que mon père m'avait offert. Je faisais entrer et sortir la lame. Lorsqu'Antoine a téléphoné, c'est moi qui ai répondu puisque mon père, il était trop loin. Nous, on a discuté un court instant quand on m'a proposé d'aller au restaurant, ce qui s'avérait impossible car notre voiture était chez le garagiste. Antoine a alors proposé de venir chercher et mon père ne voulait pas. Il a alors voulu prendre le téléphone pour parler à Antoine. Et il a commencé à crier puisque les cliquetis du couteau les gênaient et il était catégorique. Il ne voulait pas aller au restaurant. Il s'est rué vers moi et il a arraché le téléphone de mes mains, ce qui a coupé la discussion. Après, il a tenté de me prendre le couteau. J'ai fini par lâcher. Le couteau est tombé par terre et c'est là que mon père s'est ensuite évanoui. J'ai donc dû appeler les secours immédiatement et la police est intervenue. Je comprenais pas ce qui se passait et aujourd'hui je saurais pas exprimer mon regret. Merci, Maître Langlois. Des questions? Monsieur Tissier, votre éloquence m'épate. Il y a quelques minutes, je vous ai vu avec le regard vide, et maintenant je vous vois parler. De façon très triste. Je n'aurai qu'une seule question, qui est la suivante. Avez-vous éprouvé des remords après avoir tué monsieur Raphaël Tissier? Vous êtes-vous imaginé la conséquence sur la dynamique familiale? Oui. Oui, je suis pleinement conscient de ce qui s'est passé. Je suis troublé par le fait que mon père, il est mort. Je tiens à souligner que c'était en aucun cas mon intention. Je suis bouleversé. Je repense à ce qui s'est passé sans comprendre pourquoi on en est arrivé à là. C'est mon père. Et mon père, je l'aimais profondément. Merci, ce sera tout. Madame l'avocate générale, des questions? Oui, vous dites donc que vous assurez que c'était un accident. Vous êtes sûr à 100% que c'est un accident. Or, vous aviez une consommation abusive d'alcool et de médicaments à ce moment-là. Ne pensez-vous donc pas que votre mémoire peut être remise en question? Concernant ma mémoire, je suis catégorique sur une chose. Il s'agit bel et bien d'un accident. Je reconnais avoir bu. Mais cela n'altère en rien ma certitude sur le déroulement des faits. Je suis certain que mes souvenirs sont fiables. D'accord. Pas d'autres questions, Madame la Présidente. Maître Bernet, des questions? Je n'ai pas de questions, merci. Monsieur Tissier, vous pouvez aller vous rasseoir, merci. Les experts. Les experts sont spécialisés dans des domaines très variés. Médecine, nuisances sonores, accidents automobiles, bâtiments, etc. Les juges peuvent faire appel aux experts inscrits sur des listes. Ce sont des professionnels agréés par l'État. En l'occurrence, le rôle de l'expert psychiatre est d'analyser le fonctionnement mental de l'individu. Il apporte ainsi un éclairage sur la personnalité de l'individu. L'expert médecin, lui, évalue les préjudices subis par une personne après des faits et les listera à la cour pour éclaircir le lien entre les faits et les séquelles. Nous allons donc écouter l'expertise psychiatrique de Madame Dupont. Docteur Dupont, veuillez décliner votre identité, âge, adresse et profession et veuillez nous présenter votre expertise. Sabine Dupont, 36 ans, j'habite à Chambéry et je suis expert psychiatre. J'ai rencontré M. Tissier lors de son incarcération. J'ai alors procédé à une évaluation de son état psychologique à plusieurs moments cruciaux de l'enquête. Avant les faits, au moment des faits, après les faits, et enfin à une évaluation de sa capacité à réintégrer une vie sociale. L'enfance de M. Tissier
selon ses dires et mon observation, est divisée en plusieurs facettes. Celle d'un enfant brillant, avec de bonnes notes, ainsi qu'un comportement sérieux. Témoignant de son investissement, son niveau intellectuel est alors supérieur à la moyenne et M. Tissier témoigne d'une bonne qualité de mémorisation. Il est tout de même assez réservé, sensible et témoigne d'une certaine rigidité émotionnelle. Une deuxième facette est alors observable, celle d'une relation complexe entre ses parents, puis entre sa mère et M. Tissier, et enfin entre une relation avec son père qui s'est dégradée au fil du temps. En tant que psychiatre, j'ai noté une évidente relation d'emprise avec son père, qui a un caractère de manipulation. On peut donc noter un dysfonctionnement de la figure paternelle important. Cependant, il est important de relever que M. Tissier fait l'économie de ce sujet. J'ai donc très peu à rendre compte. Au moment des faits, l'individu présente des signes évidents de dépression. Il est dans un état subdépressif, dû notamment à son contexte professionnel, ainsi qu'à son retour à la maison familiale, qu'il explique très mal vivre. En effet, de nombreuses tensions avec son père ne permettent pas un cadre de vie apaisé. De plus, il est important de noter que les consommations d'alcool, ainsi que de médicaments de type anxiolytique, opioïdes et antidépresseurs, ont pu constituer une altération du discernement de M. Tissier au moment du passage à l'acte. Lorsqu'on a évoqué les faits ensemble, ce qui m'a marqué est la neutralité avec laquelle M. Tissier a pu raconter les événements. Il a en effet fait preuve d'une rigidité émotionnelle certaine et n'a d'ailleurs pas exprimé de remords particuliers suite aux faits. Il considère son acte comme accidentel, il témoigne même d'une certaine difficulté à les reconnaître. Après les faits, lorsque j'ai rencontré M. Tissier, il présentait un état subdépressif suite aux événements et avait une prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Plusieurs éléments sont à prendre. Enfin, j'ai évalué, à la demande de la Cour, la capacité de M. Tissier à se resociabiliser. Plusieurs éléments sont à prendre en considération. Tout d'abord, je n'ai pas relevé de danger significatif de sa part. Cela dépend tout de même du contexte. En effet, il présente tout de même une personnalité fragile qui peut constituer un danger potentiel. Je me questionne aussi sur sa capacité future à gérer les conflits intrafamiliaux. Je recommande alors un suivi psychologique renforcé afin de pallier au manque de figure paternelle et donc de pouvoir devenir indépendant, ainsi qu'un contexte apaisé et une abstinence totale de consommation alcoolisée. Merci. Maître Langlois, des questions? Non. Madame l'avocate générale, des questions? Oui, vous dites donc que la consommation... Pardon. Vous dites que la consommation d'alcool et de médicaments a pu donc constituer une altération du discernement chez Charles. Est-ce que seul son état psychologique aurait pu continuer cette altération? Bien sûr, son état psychologique ainsi que le caractère de manipulation évidente qu'avait la relation avec son père auraient pu constituer seule l'altération du discernement de M. Charles. D'accord, merci. Maître Vernet, des questions? J'aurais 2 questions à vous adresser, Madame Dupont. Au moment des faits, Charles avait-il donc bien une altération du discernement? Oui, en effet. Merci. Et aujourd'hui, Charles représente-t-il un danger pour la société? Il ne représente pas de danger significatif pour la société. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Merci, docteur Dupont. Nous allons procéder à l'exposition de l'arme.
Monsieur Tissier, veuillez vous rapprocher de la barre. Monsieur Tissier, reconnaissez-vous l'arme? Oui. Nous vous remercions, vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc procéder à l'expertise médico-légale de Dr Desplantes. Dr Desplantes, veuillez décliner votre âge, identité, adresse et profession et veuillez nous présenter votre expertise. Anna Desplantes, 36 ans, j'habite à Lyon et je suis médecin légiste. Donc, suite à l'autopsie du 23 juillet 2018 effectuée sur Raphaël Tissier, le rapport légiste a établi plusieurs plaies dans un ordre arbitraire. En A, nous pouvons voir une perforation du cœur en forme de lune, qui est la blessure la plus importante, et notamment la plaie mortelle qui a engendré une hémorragie interne. En B, sur le bras droit, au côté extérieur du biceps, nous pouvons observer une plaie non profonde en forme de queue de rat, ce qui met en évidence qu'un instrument piquant a causé la plaie. En C, sur le bras au-dessus du coude, nous pouvons voir une plaie superficielle en estafilade, ce qui nous montre que ce n'est pas le côté piquant qui a provoqué cette plaie de défense, mais plutôt le côté tranchant. En D, nous pouvons observer une plaie qui est superficielle et qui se situe sur le bras droit du côté extérieur de l'avant-bras, en dessous du coude. C'est également une plaie de défense. En E, nous voyons une plaie qui se situe sur le dos de la main entre le pouce et l'index de la victime. Elle mesure 0,8 cm et elle est tabornée. En F, nous pouvons observer un ensemble lésionnel de 3 plaies qui montrent que ces plaies sont dues à une action. Les 3 plaies de 0,4 cm, 0,2 cm et 1,4 cm se trouvent dans le pli de la main de la victime. Elles montrent la volonté de la victime de se saisir de l'objet tranchant. Merci, Maître Langlois. Des questions? Non, je n'aurai pas de questions. Madame l'avocate générale, des questions? Oui, est-ce que le mouvement de va-et-vient, donc avec le couteau que décrit Charles, aurait eu assez de force pour perforer la côte de Raphaël? Non, il aurait fallu une force plus importante pour perforer le thorax de la victime. D'accord. Et est-ce que le couteau aurait pu ressortir tout seul de la côte de Raphaël ou est-ce qu'une traction aurait été nécessaire? Il aurait fallu une traction car le couteau était bloqué dans le thorax de la victime. Merci. Pas d'autres questions, Madame la Présidente. Maître Perne a des questions? Je n'ai pas de questions, merci. Merci, Dr Desplantes. Nous allons assister aux plaidoiries et réquisitions des différents avocats. D'abord, l'avocat de la partie civile qui va demander des dommages et intérêts pour le cousin de Raphaël Tissier. Puis, l'avocat général qui va expliquer et demander la peine qu'elle pense la plus juste dans l'intérêt de la société. Et enfin, l'avocate de l'accusé qui va défendre son client. Nous allons donc écouter la plaidoirie de Maître Langlois. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, comme vous l'avez compris, je suis l'avocat de la défense. Je représente dans cette délicate affaire M. Antoine Lebel, ici présent, qui a décidé de constituer partie civile suite au décès de son cousin le 21 juillet 2018. Si nous essayons de remettre en contexte, c'est durant cet après-midi-là que tout a commencé. C'est durant ce jour-là où Charles a délibérément causé des blessures mortelles à Raphaël, son père. Cet acte, il s'est produit en plein jour, mesdames et messieurs les jurés, en plein jour, laissant des séquelles indélébiles, tant sur le plan moral que émotionnel pour Antoine. Ayant appelé son cousin, M. Raphaël, aux alentours de 15h30 pour manger au restaurant, Antoine comprit que la tension était palpable entre les deux. Une dispute était certainement survenue. Et puis d'un coup, l'appel coupe. C'est durant cet après-midi-là que Raphaël a été attaqué par Charles. Les faits sont manifestes et la plaie de défense témoigne
de la nature intentionnelle et violente de cet acte, ne laissant quasiment aucune place quant à la responsabilité du prévenu. Mesdames et messieurs, les blessures vont au-delà de la chair. Ces blessures ont laissé des séquelles morales et psychologiques pour Antoine, le laissant subir un deuil déchirant. La relation étroite entre Antoine et son cousin Raphaël était empreinte de positivité. Il n'hésitait pas des soirs à manger au restaurant, comme il l'avait prévu. Il n'hésitait pas à se donner rencontre. Mais les actes criminels de Charles ont brisé ce lien familial. Il est donc impératif, mesdames et messieurs les jurés, mesdames les assesseurs, madame la présidente, d'explorer la perception du père par le prévenu et surtout les conséquences de cet acte sur la dynamique familiale. Je pense qu'une autre donnée doit être examinée avec rigueur. C'est la responsabilité des tiers dans cette affaire. Nous pouvons nous demander pourquoi la mère de Charles n'a-t-elle pas tenté de raisonner son fils pour qu'il n'entretienne pas de haine envers son père. Tout comme nous pouvons nous demander pourquoi le professeur de mathématiques, conscient des difficultés du prévenu, n'a-t-il pas tenté de l'extirper de sa situation. Comme je l'ai dit auparavant, dans cette salle, nous avons tous déjà eu un professeur de mathématiques, mais jamais avec de tels liens. Une dernière question demeure. C'est la potentielle récidive de Charles. L'enquête nous a permis de scruter les antécédents du prévenu, son comportement antérieur à l'affaire. Dorénavant, nous devons évaluer la possibilité qu'il puisse commettre des actes similaires à l'avenir. J'aimerais citer le discours de l'expertise médicale, de l'expertise psychiatrique, qui nous a dit « Cela dépend du contexte. Cela dépend du contexte. » J'aurais maintenant une dernière phrase, un dernier mot. Que la justice soit rendue pour Antoine, qui se dresse aujourd'hui en défense de la mémoire de son cousin Raphaël, une victime de cet acte condamnable. C'est pourquoi je demanderai à la Cour des dommages et intérêts à la hauteur de 30 000 € pour le préjudice moral subi, ainsi qu'une lettre de condoléances qui sera rédigée par M. Charles Tissier, qui malheureusement n'a toujours pas été faite. Merci. Merci Maître Langlois. Nous allons pouvoir écouter les réquisitions de Madame l'avocate générale. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, j'ai l'honneur de recueillir aujourd'hui devant vous, au nom du peuple français. Je tiens à rappeler que l'on juge ici les faits, et non pas la personnalité de Charles Tissier. Ces faits ont justement été requalifiés de meurtre à violence volontaire sur ascendant, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors en effet, personne ne conteste les violences qui ont été faites, et bien sûr ascendant puisque la victime est Raphaël Tissier, le père biologique de Charles Tissier. Et sa mort n'en est encore moins contestée puisqu'il n'est plus présent parmi nous aujourd'hui. Mais quant à la présence d'intention ou non, on en arrive à un problème. L'accusé ici présent soutient que ce n'était un accident. Mais un accident est imprévisible et extérieur. Dans ce cas précis, on voit que les plaies de défense, qui sont sur les bras de la victime, réfutent cette hypothèse. Elles ont, comme je viens de le dire, été constatées par le docteur Desplantes comme étant des plaies de défense. Mais on n'a pas la nécessité de se défendre plusieurs fois d'un accident. De plus, cela ne serait pas arrivé si Charles Tissier n'avait pas été en possession d'un couteau sur son canapé. Un couteau reste en effet une arme blanche, et surtout celui de l'accusé, car comprenez-le bien, ce n'était ni un couteau à beurre, ni un couteau à légumes, mais bien un couteau de chasse, et plus précisément un cran d'arrêt, qui donc par définition est prédestiné à tuer. C'est ce couteau que Charles possédait, et avec lequel il jouait, car c'était un exercice de force qui lui plaisait. C'est d'ailleurs apparemment le bruit résultant de ce jeu qui aurait poussé son père à tenter de s'en emparer. Notons ici que la seule personne en capacité de confirmer ces dires est Antoine Lebel, avec qui il était au téléphone à ce moment-là.
Alors en effet, Antoine a bel et bien entendu une dispute. Mais non pas au sujet du bruit du couteau, mais par rapport au fait que Charles veuille aller au restaurant sans son père. C'est pour cela que je conçois très mal comment tout ceci peut être un accident. Mais imaginons un instant que, hormis tout cela, ce soit bel et bien le cas. Imaginons en effet qu'il n'ait pas fait exprès de planter plusieurs fois son père, dont une mortellement, avec un couteau de chasse. Alors comment expliquer que ce même couteau fut retrouvé soigneusement replié et posé sur le rebord du canapé? Est-ce que le couteau serait ressorti tout seul de la côte de Raphaël pour aller sur le canapé? C'est impossible, et ça a été confirmé justement encore une fois par le docteur des plantes. Et comment expliquer que Charles, à l'arrivée des urgences, était dehors, sur les marches des escaliers, assis, laissant alors son père seul et sans assistance? Car non, son père n'était pas encore mort à ce moment-là. Les urgences ont en effet trouvé Raphaël agonisant mais toujours vivant et ont constaté son décès plusieurs minutes plus tard. C'est encore une fois pour tout cela que j'en conçois très mal comment tout ceci ne peut être qu'un accident. Bon alors oui, tout au long du procès, on a insisté sur l'emprise du père sur le fils, mais en réalité, elle n'est pas suffisante pour justifier et pardonner les actes de Charles. Il avait d'autres moyens de s'en sortir que de tuer son père. Il pouvait en effet alerter quelqu'un, que ce soit son professeur de mathématiques, Paul Perry, dont il semblait être très proche, ou évidemment la police, ou encore des associations qui lui seraient venues en aide. Et s'il ne voulait alerter personne, alors il aurait pu partir, tout simplement. Il était en effet majeur au moment des faits, et son père ne le retenait pas prisonnier. Donc rien ne l'empêchait de partir de cette situation, pas même la situation précaire de son père, car nous sommes en France qui, vous me l'accorderez, est un pays où l'on peut se faire aider relativement facilement comparé à d'autres. Raphaël n'aurait pas eu besoin de son fils pour aller consulter un psychologue suite à sa dépression, il n'aurait de nouveau pas eu besoin de Charles pour faire appel à des services à domicile suite à son AVC et sa perte de travail. Et on a insisté tout au long de ce procès sur l'intelligence de Charles, mais j'estime alors qu'un garçon aussi intelligent aurait pu trouver toutes ses solutions par lui-même plutôt que de tuer son père. De plus, j'ajouterais que l'accusé soutient que c'était un accident. Il est sûr à 100% que c'était un accident. Il se souvient de rien d'autre, mis à part le fait que c'était un accident. Mais là, je préciserai que sa mémoire est justement remise en question par la quantité abusive d'alcool et de médicaments qu'il avait à ce moment-là. Je préciserai néanmoins que cette présence d'alcool et de médicaments est présente justement chez d'autres personnes en France et partout dans le monde, et que ce n'est pas pour autant que chacune d'elles a tué son père. C'est pour cela que, compte tenu de mes observations et de l'article 222-7 du Code pénal, stipulant que les violences volontaires sur ascendant ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle, et en tenant compte également de l'expertise de la psychiatre, ayant remarqué une altération du discernement chez M. Tissier. C'est donc pour cela que je réclame, au nom de la société française, que Charles Tissier encourt la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Merci Madame l'avocate générale. Maître Pernet, nous vous écoutons. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, je me tiens aujourd'hui devant vous pour défendre les intérêts de mon client, Charles Tissier, jugé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Permettez-moi tout d'abord de vous raconter ma première rencontre avec Charles. J'ai rencontré Charles peu après les faits, lorsqu'il était encore en prison. Ma première impression a été la vision d'un homme troublé et démuni par ce qu'il s'était passé. Après quelques minutes de conversation, je me suis rendu compte de la vivacité de son esprit et de sa capacité intellectuelle élevée qui a été prouvée par les psychologues. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez tous ici un âge proche de celui de cet homme, et vous pourriez le traiter
avec la condescendance des bourgeois, en vous disant que cette personne qui compare aujourd'hui devant vous n'est qu'un homme impétueux. Or, je vais vous demander, mesdames et messieurs les jurés, de le traiter comme un homme et comme votre égal. Vous pourriez être sa mère. Alors, vous auriez envie que cet homme soit jugé de manière impartiale. Tout d'abord, avant de revenir sur les accusations portées à l'encontre de Charles, et compte tenu de la nature du dossier, laissez-moi retracer la vie de celui qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Charles est né à Paris, dans une famille d'ingénieurs. Sa mère a gravi les échelons de son poste très vite, ce qui l'a empêché d'être réellement présente pour Charles. Comme il vous l'a dit, c'est son père qui s'est occupé de lui. En effet, suite à un AVC, le père de Charles a dû être exempté du monde du travail. Malheureusement, à la maison, l'ambiance était néfaste. Il assistait à des scènes courantes de violences volontaires. Et son père était très mythomane. Charles a commencé à subir l'emprise de son père petit à petit, ce qui l'a poussé à détester sa mère. Cela va s'amplifier après leur divorce en 2008, lorsqu'il décidera d'aller vivre chez son père et de couper tout contact avec sa mère. J'aimerais souligner l'emprise que Raphaël a exercée sur Charles dès son plus jeune âge. Après leur déménagement à Bonneval-sur-Isère, dans leur maison familiale, les choses ont empiré, créant alors un cocktail maléfique. Charles était sous l'emprise de son père, qui le poussait à l'aider un peu plus chaque jour. Il n'avait pas d'amis, ni au collège, ni au lycée. L'idée pour lui de ne pas avoir du temps pour s'occuper de son père était inenvisageable. Mais quel genre de père était Raphaël pour en arriver au point de pousser son fils à ne plus parler à sa mère? Et les rôles ne seraient-ils pas inversés? À quel moment un enfant doit-il avoir endossé un rôle d'adulte pour s'occuper de son père? Concernant sa scolarité, Charles a dû suivre des études en mathématiques, poussé par son père, alors qu'il était littéraire. Pour qu'il s'en sorte, Raphaël a commencé à lui donner des médicaments qu'il n'a jamais arrêté de prendre tout au long de ses études. Et il lui a fait donner des cours particuliers pour qu'il s'en sorte. Il disait vouloir assurer le salaire de son fils plus tard pour qu'il puisse subvenir à leurs besoins. Mais c'est une abomination de pousser son enfant à cela. Raphaël voulait tout contrôler. Charles a bien précisé qu'il faisait tout chez lui. Du lever au coucher, il s'occupait de son père, accomplissait les tâches ménagères et assurait l'entretien de la maison. Il avait d'excellents résultats scolaires. Et comme je vous l'ai dit, en plus de cela, il se consacrait à son père, qui, lui, ne travaillait pas. Leur situation de précarité était telle que Charles, une fois majeur, subvenait aux besoins de son père. Il n'a jamais quitté le foyer familial. La situation était telle que lorsque Charles devait se déplacer pour ses études, son père le suivait partout et il dormait dans le même lit. Trouvez-vous ça normal, une telle emprise? Charles était un opprimé, subissant les caprices et les changements d'humeur de son père, qui pour lui était la seule figure masculine présente. Il vivait dans les cris, lui qui faisait tout pour son père, était rabaissé en permanence et subissait les excès de colère de celui-ci. Ce contexte familial a drastiquement contrarié son développement, malgré son intelligence supérieure. Par ailleurs, Charles avait peur
de son père. Il croyait que son père était capable de le tuer. Il disait recevoir des menaces de mort lorsque quelque chose n'allait pas dans le sens de Raphaël. Il vivait constamment dans la peur de mal faire. Les gens étaient au courant de ce qu'il se passait et de la toxicité de leur relation. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Maintenant, laissez-moi revenir sur ce qu'il s'est passé après les faits et apporter quelques précisions. La première déclaration de Charles est qu'il dit ne pas avoir voulu porter atteinte à la vie de son père. Il l'aimait, avait passé 20 ans de sa vie avec lui. Ils avaient une relation plus que fusionnelle. Charles dit qu'il ne comprend pas ce qu'il s'est passé et que tout a basculé. Il a toujours soutenu le fait qu'il n'a jamais voulu tuer son père. Ceci est donc un accident. De plus, l'expertise psychiatrique nous montre bien que Charles souffrait d'une altération du discernement au moment des faits. Il n'était donc pas conscient de ce qu'il faisait. Et, d'après l'article 122-1 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Charles n'est donc pas responsable de la mort de son père. Sa prise de médicaments et son taux d'alcoolémie positif n'étaient qu'entre autres une fuite de la réalité. Un échappatoire qu'il avait trouvé pour se libérer une fois de plus des chaînes de son père. Il était donc incapable de savoir ce qu'il faisait. On dit parfois que la mort est révélatrice de la vie. Cette mort tragique n'est-elle pas la révélation d'un passé sombre? Cette mort est perçue par Charles comme une libération, puisqu'il dit qu'il se sent plus libre en prison que chez son père. Ces années de souffrance se sont enfin éteintes. Il est enfin libéré. Mais si ce drame n'était pas arrivé, alors Charles se serait suicidé. Il aurait fini par craquer. Maintenant, pour revenir aux faits qui lui sont reprochés, j'aimerais préciser que les faits jugés proviennent de l'altercation entre Charles et son père, et que cette tragédie découle de l'épreuve de force qu'il y a eu entre les deux. Charles nous explique qu'il était posé sur le canapé, en train de jouer avec un couteau que son père lui avait offert auparavant, et que les cliquetis, émis par celui-ci, énervaient fortement Raphaël, qui commençait à crier. Le ton serait ensuite monté entre les deux. Mais lorsqu'un bruit vous dérange, vous mettez-vous dans un tel état? Cet excès de colère entretenu par Raphaël et la confrontation qu'il a engendrée avec son fils n'était pas la seule issue. Raphaël aurait pu communiquer. C'est donc lui le déclencheur de la dispute. Puis Charles dit que son père s'est approché de lui, tout en criant et en lui hurlant de lui rendre le couteau. Comme je l'ai dit, Raphaël était en position d'agresseur, tandis que Charles était allongé sur le canapé et se retrouvait alors soumis face à son père qui le dominait et qui se ruait sur lui à cet instant, en lui ordonnant de lui rendre le couteau. Charles explique que son père a essayé de lui arracher le couteau des mains à plusieurs reprises. Cela explique donc les plaies de Raphaël sur la main. Mais pourquoi Raphaël voulait-il prendre le couteau? Que voulait-il faire avec ce couteau? Charles a donc pris peur de la réaction que son père aurait pu avoir s'il était parvenu à récupérer le couteau. Sa volonté de garder le couteau n'était qu'une volonté de contrer son père. Charles a riposté à l'attaque de son père, et c'est ce mouvement tiré-poussé qui a conduit aux blessures de Raphaël. De plus, d'après les expertises, ceci n'est pas
un homicide. D'autant plus que si le couteau avait été tourné dans le sens de Charles, ou si Raphaël était parvenu à récupérer le couteau, Charles aurait été blessé. Par la suite, l'action de Charles de ranger le couteau n'était qu'entre autres un signe de premier secours. Il ne voulait pas que son père ne se blesse plus. Puis son appel immédiat au service de secours, après que son père soit tombé, représente bien une volonté de sa part d'aider son père et une prise de responsabilité directe qui montre bien l'acte involontaire de Charles face à cette mort. À l'heure d'aujourd'hui, Charles est devenu un homme posé. Il est en couple, a trouvé un travail et dispose d'une stabilité financière. Du côté de la relation avec sa mère, ils se sont retrouvés. Ils sont de nouveaux proches et rattrapent le temps perdu. Il prend soin de lui, fait du sport et se dit être épanoui. De plus, depuis sa sortie de prison, il est suivi psychologiquement. Ce qui montre une volonté réelle de sa part de se réinsérer. Et concernant sa réadaptation à la vie sociale, Charles est ingénieur. Il agit pour l'évolution de la société et aimerait enfin avoir l'opportunité et la chance de fonder une famille. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, l'homme que vous avez devant vous risque 12 ans, ce qui représente une partie importante dans une vie, alors qu'il a déjà passé 10 ans enfermé dans les chaînes de son père, 20 ans enfermé dans les chaînes de son père, et est déjà condamné à perpétuité pour le souvenir de ce drame, car pensez-vous que dans 10 ans, dans 20 ans ou même dans 30, Charles aura oublié que son père est mort par sa faute involontaire. Sa souffrance fait qu'il est déjà condamné. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, en ce qui concerne mes réclamations, je vous demande de prendre en compte que les violences portées à l'égard de son père étaient involontaires, de retenir l'altération du discernement et donc de procéder à une diminution du quantum de la peine, de prendre en compte les 18 mois déjà effectués en incarcération et surtout de juger Charles au moment des faits, tout en prenant en considération ce qu'il est devenu aujourd'hui, sa parfaite réinsertion dans la société et sa volonté de fonder une famille. Je vous remercie. Merci, Maître Pernet. Monsieur Tissier, veuillez vous rapprocher de la barre. Monsieur Tissier, avez-vous autre chose à déclarer? Oui. Je tiens à souligner que ceci n'était qu'un accident. Cet événement a été un drame pour moi. Je n'ai jamais voulu tuer mon père. Je ressens de tels remords que depuis, j'ai passé beaucoup de nuits blanches. Et je reste traumatisé de tout cela. Ça a bouleversé ma vie et je regrette jour et nuit ce qui s'est produit. Je regrette que mon père soit parti. Merci, monsieur Tissier. Vous pouvez aller vous asseoir. Maintenant, la Cour va aller délibérer. Il va donc falloir se lever. Les juges et les jurés partent.
Donc la cour est partie délibérer dans le plus grand des secrets. Et pendant qu'il délibère, vous allez pouvoir délibérer à votre tour. Donc vous avez le droit d'échanger avec vos camarades de gauche, de droite, de derrière, de devant, à l'autre bout de la salle, comme vous voulez. Pour vous aider, vous avez dû trouver sur vos chaises, quand vous êtes arrivés, un petit papier jaune avec les 3 questions auxquelles la cour va devoir répondre. On a juste retiré le côté peine si vous le déclarez accusé, si vous le déclarez coupable, pardon, parce que vous n'allez pas avoir assez de temps ni de recul, surtout si vous n'avez pas fait d'études de droit. Nous, quand on était au tribunal, on a dû rester enfermé dans une salle pendant à peu près 4 heures, à 25 plus Loric, 26, et au bout des 4 heures, on n'était toujours pas d'accord. Voilà, donc on vous laisse quelques minutes pour délibérer pendant que la cour le fait en secret. Et d'ici quelques minutes, je reprendrai le micro pour pouvoir récupérer les petits papiers jaunes. Madame la greffière. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on est en train de ramasser vos petits papiers jaunes. Pendant que la cour finit de délibérer, parce que c'est pas tout à fait fini, enfin on va dire que c'est pas tout à fait fini, les élèves vous ont préparé une petite bande-son à écouter, c'est les témoignages du procès qu'ils ont suivi. D'accord ? C'est parti. Alors, pour ma part, j'ai pas trouvé la peine de l'accusé forcément juste, parce que j'aurais pensé qu'elle soit plus lourde. Malgré ça, j'ai beaucoup apprécié participer à un procès du début à la fin. On a pu découvrir toutes les étapes d'un procès, on a pu découvrir plusieurs métiers du droit, rencontrer des professionnels de la justice, tous très sympathiques. Et même si au début, la sensation était particulière, parce que j'avais vraiment l'impression de m'incruster dans la vie des gens, j'ai vraiment trouvé cette expérience très enrichissante. Et c'était vraiment génial. Alors personnellement, je trouve que la peine est un peu légère, mais je ne considère pas l'accusé comme dangereux, alors sa réintégration à la société ne me dérange pas. Après, vis-à-vis du ressenti, vis-à-vis du procès, je pense que c'est une expérience riche déjà parce qu'on est vraiment en immersion dans la salle. Et puis aussi le fait d'avoir pu découvrir toutes les autres professions de la cour autour du procès. Je pense que la peine n'est pas assez juste par rapport à l'incident qui s'est déroulé. Et au début du procès, c'était assez stressant parce que je ne me sentais pas à ma place. Puis quand j'en ai appris plus sur ce qui s'était passé, ça allait beaucoup mieux. Et tout au long du procès, on a appris du coup le déroulement du procès, comment ça se passait du début à la fin. Et c'est ça qui était super intéressant. J'ai beaucoup aimé suivre ce procès parce que ça m'a permis de découvrir comment se passe un procès et que c'est quelque chose que je trouve qui est important pour tous les citoyens parce que notamment on peut tous être jurés un jour dans notre vie. Et aussi ça m'a permis de voir à quel point c'est complexe de juger quelqu'un et la densité du travail que ça demande. Par ailleurs, ça permet aussi de voir que y a les lois qui sont prises en compte, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, de la personnalité. Et donc, oui, sur ce point, c'était très intéressant. La peine, au tout début, lorsqu'elle a été prononcée, je ne l'ai pas trouvée juste. Je pensais vraiment que c'était une peine qui n'était pas suffisante. Mais après plus de réflexion, finalement, je me suis dit que en fait, ça servait à rien au vu de la personnalité du condamné, qu'il retourne en prison et que même c'était plus dangereux qu'il retourne en prison et que le plus important vraiment pour moi, c'est qu'il soit suivi psychologiquement. Alors personnellement, je trouve que la peine, elle n'est pas juste vis-à-vis de déjà ce qu'il a commis, un homicide. Il faut dire que ça n'arrive pas tous les jours. En plus sur son père, donc certes, il a un cadre propice à la réinsertion. Mais d'autres fois, je pense que faut vraiment prendre en compte l'ensemble de ce qu'il a fait. Pour moi, la peine n'est pas totalement juste,
Si j'aurais été le juge là, ce jour-là, j'aurais sûrement donné une peine plus lourde. Bah, franchement, ça m'a appris énormément de choses. Enfin, rien que par la composition de la salle, on voyait vraiment que tout n'était pas fait au hasard. Les avocats avaient une place, les juges avaient une place, etc. etc. Le déroulé de l'audience qui est très méthodique, où on voit apparaître les médecins légistes, on voit apparaître les avocats, le président de la sonnerie, enfin tout ça. Ce cadre-là, ça m'a vraiment plu. Puis après, j'étais quand même assez impressionné par les plaidoiries que pouvaient faire les avocats. Surtout un des deux avocats qui m'a assez stupéfait. Rien qu'à la manière de parler. Mais non, en tout cas, c'était vraiment une découverte agréable. Alors j'avoue qu'au début, je trouvais pas forcément la peine très juste, mais finalement, après réflexion, j'ai trouvé que si, par rapport au temps qu'il avait déjà passé en prison avant le procès, par rapport à sa personnalité et celle de son père, et la manière dont il a reconstruit sa vie, je trouvais aussi qu'il avait une ambiance très pesante tout au long du procès. J'ai pu prendre conscience de la grandeur, de la difficulté d'accorder les peines à quelqu'un, et j'ai également appris énormément de métiers du droit et le déroulement d'un procès. On va vous demander encore quelques instants, la Cour a décidément pas fini de délibérer. En attendant que la Cour finisse de délibérer, notre journaliste va venir vous interroger. Donc je vais prendre quelques personnes au hasard dans le public, et totalement au hasard. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous ne vous sentez pas de répondre à la question ou si vous vous sentez mal à l'aise par rapport au fait de parler avec un micro. Bonjour madame. Est-ce que vous accepteriez de répondre à une de mes questions? Alors, qu'avez-vous pensé du déroulé du procès? Le déroulé tel qu'il est fait par les intervenants, ou le déroulé en général En général, donnez votre avis. Eh bien, c'est assez codifié, c'est clair, les rôles de chacun sont attribués, et ça permet de bien organiser ses pensées et de bien suivre le procès. Merci. Bonjour madame. Accepteriez-vous de répondre à une de mes questions? Oui, j'accepte. Alors, qu'avez-vous pensé du déroulé du procès? Eh ben, écoutez, j'ai trouvé ça très intéressant, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à se faire une idée sur ce qui s'est vraiment passé. Et oui, c'était intéressant. D'accord, merci. Bonjour monsieur, accepteriez-vous de répondre à une de mes questions? Non, pas du tout. D'accord, merci quand même. Bonjour madame, accepteriez-vous de répondre à une de mes questions? Oui. Alors, qu'avez-vous pensé du déroulé du procès?
J'ai trouvé ça très réaliste et très intéressant. Et ils ont vraiment, vraiment très bien parlé, on se sentait vraiment dans le procès. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir répondu à ma question. Les assesseurs, les trois juges et les jurés. Et on n'a pas le droit, personne n'a le droit de rentrer dedans, c'est secret. Normalement même, vous pouvez garder la porte de la salle est délibérée par la police. Personne n'a le droit de rentrer si le président ne autorise pas de rentrer dedans. C'est vraiment secret, secret, secret. Rien, il attend, il fait comme il attend, il va fumer sa cigarette, il rentre chez lui. Tout le monde attend. Ça peut. La Cour a fini de délibérer et va annoncer son verdict. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour rappel, les peines demandées sont, pour la partie civile, 30 000 € versés à Antoine, ainsi qu'une lettre de condoléances, elle aussi adressée à Antoine. Pour la partie civile, pour l'avocat général, 12 ans de prison ferme. Nous allons d'abord commencer par répondre aux questions qui ont été énoncées au début du procès. La réponse à la question « Est-ce que l'accusé est-il atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ?» La Cour délibère que oui. La réponse à la question « Est-ce que l'accusé est-il coupable de violences volontaires ?» La Cour délibère que oui. La réponse à la question « Est-ce que les violences avaient pour but de tuer ?» La Cour délibère que non. Ainsi, la Cour délibère à la majorité, qui est de 7 voix et plus, une peine de 2 ans de bracelet électronique, une obligation de soins, une obligation d'exercer une profession, une interdiction de port d'armes pendant 5 ans, une interdiction d'éligibilité de 10 ans, la confiscation ainsi que 18 mois de sursis. Si une de ces obligations ne sont pas respectées, la peine de 18 mois de sursis sera effectuée. Les conditions de la détention du bracelet électronique seront renvoyées auprès du juge d'application des peines. Le procès est clos. Merci à tous. Ce qui a demandé le plus de temps à la Cour lors des délibérations, c'est de trouver la peine la plus juste entre la peine de prison qui a déjà été faite, l'acte commis, le danger ou non que représente l'accusé pour la société et son évolution depuis les faits. Alors, pour information, on a récupéré 64 petits papiers jaunes et vous avez été plutôt d'accord avec la Cour puisque à la première question, est-ce que l'accusé est atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques, 49
Oui, sur les 64. Est-ce que l'accusé est coupable de violence volontaire? Oui, à 39 sur 64. Est-ce que les violences avaient pour but de tuer? 15 oui sur 64. J'espère que cette petite parenthèse en salle d'audience Jeanne Chauvin vous a plu. Moi, je suis plutôt super fière de mes petits poulets et mes petites poulettes. Alors, je vais vous les présenter un par un. Je vais leur demander de me rejoindre au fur et à mesure. On va commencer par... alors, il y a 2 journalistes normalement, mais ce soir, nous n'en avons qu'une, donc Lana. Dans la petite boîte là-bas, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 2 petites poulettes, Esther et Liv. Alors elles ne se sont pas juste cachées toute la soirée, hein, c'était les voix off. Ensuite nous avons notre accusé. Bravo. Pour la partie civile, le cousin Sacha. Du côté des témoins, la maman, Marion. Le professeur de mathématiques, Marlon. Alors nous avons perdu notre gendarme ce matin qui a 42 fièvres et qui est au fin fond de son lit, donc merci beaucoup à Madame André d'avoir repris le rôle. Les expertes, l'experte psychiatrique Mélanie, l'experte médico-légale Anna, notre huissier Adrien, notre greffière Amy, derrière moi, mais vous allez venir nous rejoindre, Naomi, la juge. Nos 2 assesseurs, Chloé et Madame Nové. Et pour finir, nos 3 avocats et avocates. Pour la partie civile, Yanis. L'avocate générale, Maëlle. L'avocate de la défense, sans micro, Margot. Donc on a une petite pensée en fait, là donc il manque Quentin qui est au fond de son lit et il nous en manque 2 petites poulettes parce qu'il y en a une qui s'est fait opérer en début de semaine et une qui n'a pas pu être là ce soir, mais on pense bien à elle, c'est Thaïs et Tilane. J'ai réussi à oublier personne? Et si madame, vous êtes oublié vous, parce que justement, c'est grâce à vous que ce projet a pu prendre place ici, à pouvoir nous représenter devant vous tous. C'est voilà, en partie grâce à vous que ce projet a pu prendre lieu. Et puis voilà, merci beaucoup madame Carrier. Madame Carrier, au nom de tout le personnel et de tout l'établissement, on tient à vous remercier pour tout ce que vous avez fait et on vous remet cette plante.
Madame Nové et Madame André, on vous remercie. Ce procès n'aurait pas pu avoir lieu sans que la technique marche, et donc Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Madame la sous-préfète a eu une obligation, elle a dû partir à Venarfen. Elle nous a laissé un petit mot pour vous dire que le procès était vraiment excellent et qu'elle a vu des élèves dans de l'éloquence et que dans certains cas, c'est pas la même chose. Et elle a dit qu'elle vous adressait toutes ses félicitations. Bonsoir à tous. Défaut de la sous-préfète, simplement un adjoint au maire, modeste adjoint au maire à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Je tiens à remercier bien sûr Monsieur Chêne et toute son équipe pédagogique pour le merveilleux travail, formidable travail auquel on a pu assister ce soir. Une présentation vraiment formidable, je suis vraiment ébloui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là vraiment c'est vraiment un travail exceptionnel. Réussite pour une cordée, les cordées de la réussite. Et on peut dire que pour l'accorder, effectivement, vous êtes bien, vous savez, il faut être solidaire pour l'accorder. Là, vous avez atteint les sommets en étant encordés tous ensemble. Voilà. Si je me permets cette phrase. Voilà, donc effectivement, on a vu aussi toute la difficulté de pouvoir porter un jugement, de se faire une opinion. C'est pas évident. Moi, j'étais partagé jusqu'à la fin avec mes collègues, on échangeait, effectivement. C'était pas évident de trancher à partir de tout ça. De tous ces éléments. Et puis, écoutez, je crois que c'est tout, je ne vais pas être plus long. Encore bravo à tous, merci. Et puis, merci à tout le monde. Et je dirais je vois que Madame Carrier n'a pas, malgré ses compétences en mathématiques, elle n'a pas calculé son temps pour pouvoir aider ses élèves. Et pour continuer sur ce qu'elle a dit, écoutez, bravo les poulets et les poulettes. Madame la Présidente. Écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire à part que effectivement je rejoins le concert de louanges qui vient de vous être fait. C'était on s'y serait cru. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je crois que la seule chose que je peux dire à, si j'ai bien compris, vos enfants, sœurs, frères, petits-enfants et autres, c'est que la relève est assurée. Donc écoutez, à bientôt. J'ai une dernière petite chose à dire avant de laisser la parole à Naomi, si j'ai bien compris. Donc avant de devoir éponger mes yeux avec des mouchoirs, depuis que je suis au lycée, ça fait 14 ans, j'ai toujours le don pour me retrouver dans des petits projets qui deviennent des grands projets. Donc c'était absolument pas prévu. Du coup, je voulais remercier toute cette petite troupe. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. D'être aussi fou. Merci beaucoup. Madame, on tenait aussi tous à vous remercier parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, vous nous avez permis grâce à ce projet de trouver pour la plupart notre projet d'études. Et pourquoi pas notre avenir si jamais on réussit dans cette voie. Donc merci beaucoup. Et on a tous préparé un petit truc pour vous. Parce qu'il y a des remerciements, il y a une jolie plante, mais il n'y a pas que ça. Donc à vous.
famille. Alors je vois quelques petites têtes du lycée que je connais bien et j'ai l'impression que tous les corps toutes les fonctions sont représentées et je suis très contente. Merci beaucoup. Merci aux familles. J'espère que ça vous a plu parce que franchement ça leur a demandé un travail de fou, vous le savez, hein, parce que vous avez eu certainement de temps en temps dire oh la mère Carmé, faut nous soulever.